Bonsoir à tous, bienvenue sur notre plateau pour une nouvelle émission en notre compagnie pour ce nouveau journal. Nous débuterons le programme par la fête de l'amitié qui s'est déroulée à Biesheim le dimanche 4 novembre à la salle des sports. Fête paroissiale très réputée pour sa très bonne choucroute. Ensuite, nous vous montrerons les curieux qui ont été enchantés une fois de plus par le salon de la voiture de prestige à Mulhouse. Nous enchaînerons avec une magnifique harmonie de sons et de couleurs à la salle des Catherinettes où les Canaries Club de Colmar y avaient organisé son exposition ornithologique. Puis, beau point de vue nocturne sur le château du Haut-Königsbourg. Toujours aussi spectaculaire et émouvant qu'ils aient 20 millions d'années ou plus, l'exposition des fossiles et des minéraux à Cernay vous aura permis de vous replonger dans le passé. Pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité, notre caméraman vous a sélectionné quelques belles images. Après tant de distractions, nous changerons de rubrique pour passer au sport, avec un match de football qui opposait l'ASC Biesheim au FCSC 06 et ensuite un sport bien spécial. Effectivement, jusqu'à ce jour, nous étions habitués à voir des chiens de traîneau, les huskies, tirer bien sûr des traîneaux. À défaut de neige dans les Vosges, on a innové. Ces animaux tirent, entre autres, des sportifs sur leur drôle de machine. Pour conclure notre magazine, du 9 au 12 novembre se déroulera le 6e Salon international du tourisme et des voyages. Monsieur Delforge, commissaire général de ce salon, viendra vous le présenter. Après les voyages, la littérature, avec Monique qui viendra nous parler de son amour pour la lecture et nous présenter ses coups de cœur du mois. Puis Biesheim, à l'heure de l'an 2000. En 91, ses abonnés seront raccordés au réseau de gaz de ville, d'où une nouvelle façon de voir l'avenir. Monsieur Barr et Monsieur Lopez, invités ce soir sur notre plateau, vous exposeront ce projet. Nous terminerons notre soirée par de belles images sur la Roumanie, commentées par les personnes de Biesheim qui ont eu l'occasion de vivre une expérience inoubliable. En attendant de vous revoir tout à l'heure, je laisse la parole à Nicole. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Si vous le voulez bien, eh bien, commençons ce journal par la partie locale, comme à l'accoutumée. On a parlé récemment budget à Biesheim. En effet, jeudi dernier, le maire de Biesheim, monsieur Trécher, réunissait autour de lui 11 conseillers ainsi que le secrétaire général de mairie. L'ordre du jour évoqué était particulièrement chargé. Au cours des différents points soulevés, eh bien, il était également question des budgets ou bien des subventions allouées s'y rapportant.
Le 11 novembre prochain, Biesheim commémorera le 72e anniversaire de la victoire de 1918. À 11h aura lieu la messe pour les défunts des deux guerres. Cependant qu'aura lieu une cérémonie au monument aux morts avec remise de gerbes. La population est invitée à pavoiser les habitations, bien entendu, et à participer nombreuses en hommage aux anciens combattants et victimes de ces guerres. Et puis la même cérémonie donc identique, aura lieu à Neuf-Brisach pour cette journée du 11 novembre qui commencera donc par à 9h30 avec une messe qui sera suivie à 10h45 des cérémonies commémoratives habituelles. Cinéma à présent, samedi 17 novembre à la salle des fêtes à 20h30, eh bien, vous pourrez voir Gremlins 2. Il ne faut pas les mouiller ni leur donner à manger après minuit, c'est une recommandation très importante. Sinon, eh bien, gare à vous, vous êtes prévenus. On rira bien entendu dans ce film, même si on a très peur. Les Gremlins font bien entendu ravage, alors venez très très nombreux pour suivre cette soirée cinéma. En Alsace, on est fort pour faire la fête et toutes les occasions sont bonnes. C'est pourquoi à Biesheim, on ne manque pas une seule occasion de la faire, cette fête. Et personne ne dira le contraire. Alors, bien sûr, nous allons partir en images dans quelques instants avec la fête de l'amitié qui s'est déroulée ce week-end dernier, dimanche notamment. Une journée qui commence avec la célébration de la grand-messe par l'abbé Schillinger. Cette journée était suivie d'un apéritif qui avait ouvert l'appétit et qui permettait de déguster une délicieuse choucroute. Plus de 500 portions ont d'ailleurs été distribuées au cours de cette journée. Il y avait en plus au menu musique, danse et folklore, le tout arrosé d'un petit blanc bien de chez nous où tout était parfait. Et vous voyez bien entendu que tout le monde s'affaire dans les cuisines. Alors le matin, les jeunes de l'Action catholique présentaient entre autres la danse de l'Europe. Les membres du club des joyeux retraités en costume folklorique interprétaient danse et mouvements rythmiques pour le plus grand plaisir de tous. L'ensemble Rhénania Alliance était également présent ce dimanche. Et même les scouts étaient de la partie puisqu'ils tenaient les différents stands en place. Alors là, vous voyez l'harmonie municipale. Harmonie qui avait d'ailleurs ouvert l'après-midi en offrant son café-concert. Il faut dire que pour organiser une telle journée, les bénévoles ont eu fort à faire, qu'ils y ont mis tous la main à la pâte, enfin à la choucroute, que dis-je. Une journée fort réussie, conviviale, se déroulant dans la bonne humeur et la gaieté, et qui s'est terminée, devinez comment, devant une bonne table, tout simplement. À noter que le maire de Biesheim et quelques élus locaux ont honoré de leur présence cette fête de l'amitié.
Voilà, on s'est bien amusé à cette fête de l'amitié. Dans le cadre de la journée nationale de collecte de radiographie inutile, les habitants de Bissheim et environ pourront déposer les radiographies en leur possession à la pharmacie le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Le but de cette collecte, lutter contre la déshydratation infantile, donc un fléau relativement important. Un centre mobile de sécurité de l'Automobile Club d'Alsace sera à la disposition des automobilistes désireux de faire vérifier leur véhicule mercredi 28 novembre au parking du stade de Bissheim, et cela de 8h à 11h et de 13h à 16h. Ce centre est ouvert aux membres de l'ACA ainsi qu'à tous les automobilistes désirant adhérer ou obtenir un certificat de passage obligatoire. Le salon Sport et Prestige, maintenant, nous allons y venir dans la partie régionale donc, de ce journal. Le salon Sport et Prestige, voilà 8 ans, est né à Mulhouse. Et sans conteste, c'est une manifestation unique en son genre en Alsace. Ce salon aura permis à bon nombre d'entre vous de rêver parmi quelques 350 véhicules exposés au parc des expositions. Il faut bien dire que ces voitures ne sont pas à la portée de toutes les bourses. À l'arrière du prototype. Une copie de F40 qui est pas trop bien réussie d'ailleurs. L'intérieur d'une Lotus Esprit Turbo. La même vue de l'extérieur. Une Ferrari 328. Enfin, le plus apprécié des coupés de chez Ferrari, la Ferrari Testarossa. Encore une Ferrari 328. Le Jaguar coupé 12 cylindres avec version bas de caisse. La Jaguar Type E. L'intérieur d'une Audi Quattro de compétition. Et là, très rare, une Porsche 911 Spider. Il y en existe seulement une centaine en France. Une magnifique Corvette Stringway des années 74 à 78. L'intérieur d'une Ferrari Daytona, c'est une réplique d'ailleurs. Ceci est la Lamborghini Countach, très connue. La même en version anniversaire. L'intérieur de la Lamborghini Countach. Les Français étaient aussi présents avec leurs Alpine Renault A310, mais aussi l'ancêtre, l'Alpine Renault A110. Une Porsche 928 qui, comme vous pouvez le constater, a été énormément élargie. Une Peugeot 605 qui a été préparée par Gutmann, qui est un concessionnaire allemand dont le siège est à Vieux-Brisac, en zone industrielle. Alors pour les fous de musique, voici une petite chaîne pour votre voiture, 2000 watts. KD Réplique vous propose une réplique de la Lotus Super 7. Voilà quand c'est monté, vous pouvez constater que c'est magnifique. Alors pour les bricoleurs, vous pouvez y aller.
Prova, quant à eux, propose 2 kits, la Madison que vous voyez actuellement et la Lamborghini Countach. Vous voyez, ce n'est pas cher, 119 000 francs. Hors éléments mécaniques évidemment, et puis il faut beaucoup de patience, je crois, pour monter ce genre de voiture. Mais le résultat est fantastique. Une BMW Z1, une BMW M3 décapotable avec son magnifique 6 cylindres. Une Porsche 959. Puis nous aurons le plaisir de vous montrer le reste de ces images si belles quand nous recevrons au cours d'une page magazine donc la personne qui a organisé ce salon. Voilà, alors il y avait vraiment de quoi rêver. Je crois que Lionel en a profité pour passer une petite commande au Père Noël. Oui, c'est dans pas longtemps. Exposition au Cofus à Colmar jusqu'au 11 novembre, intitulée « Le jour se lève ». Elle est consacrée au général de Gaulle, qui avait d'ailleurs été reçu à Colmar le 20 novembre 1959. Si vous le voulez bien, à présent, c'est dans le monde des oiseaux que les images de notre caméraman vont nous transporter. Les 3 et 4 novembre dernier, le Canary Club de Colmar organisait une grande exposition ornithologique où plus d'1 millier d'oiseaux transformaient les Catherinettes en une gigantesque volière. Le petit oiseau de toutes les couleurs, qui d'ailleurs a inspiré Gilbert Bécaud. Magnifique bleu et surtout de chaque côté de la tête, des joues rouges, la femelle n'en ayant pas. Vraiment spectaculaires qui ont une particularité, c'est qu'ils ne sont ni verts ni bleus, c'est-à-dire des diamants à bavette. Bavette parce que sous le bec, ils ont une grande bavette noire. Là, le diamant ruficoda. Ces oiseaux-là appartiennent à Jean Merqui et il en fait de toute façon la reproduction également. D'ailleurs, ils sont bagués. Merveille, la merveille du monde, hein. Les plus beaux oiseaux qui soient en exotique. Admirez les couleurs, 2, 3, 4, 5 couleurs. Ils viennent du nord de l'Australie. Comme l'on peut voir également, ils ont des tailles. Ils sont très très grands, très beaux, très forts. Voilà, pour qu'on voit aussi le dos de cela. Vitrine. Nous terminons sur l'apothéose, puisque toujours nos diamants de Gould. Le Gould panaché que vous voyez là a fait la une des journaux ornithologiques. C'est certainement le seul spécimen en France, ou un des très très rares. Il est né comme ça un jour, vous voyez comme il est beau, il est né un jour dans une forêt. Après le chant des oiseaux, eh bien, si vous aimez les bonnes soirées jazz, l'œil du Cyclope vous en propose 2, samedi 10 novembre et dimanche 11 novembre. Wilder Ferguson, chanteuse de jazz, accompagnée de ses 3 musiciens, animera donc ces 2 soirées. Je vous rappelle que c'est à l'œil du Cyclope, rue Stanislas à Colmar. Le Haut-Königsbourg, le jour, c'est beau, mais le Haut-Königsbourg, la nuit, c'est fabuleux. Et c'est tellement merveilleux que nous avons tourné des images au Haut-Königsbourg, images qui vont tout de suite arriver sur votre petit écran. Si vous patientez quelques petites secondes, ça devrait démarrer. Voilà, c'est parti. Et bien entendu, ces images parlent d'elles-mêmes.
c'est beau, c'est merveilleux. Et si vous ne savez pas comment occuper vos soirées, eh bien, un petit trajet là-bas, un petit envol vers le Haut-Königsbourg la nuit, ça vaut le détour. La facture, qui ne se souvient pas de cette incomparable création dont Jacqueline Maillan tenait le rôle principal, mais en 1969. Quelques 20 années plus tard, ce même rôle est repris par Serge Lama. C'est plutôt étonnant, me direz-vous. L'auteur Françoise Dorin eut l'idée de ce personnage extraordinaire et chanceux qui voit progressivement l'angoisse naître et grandir en lui au point de lui empoisonner l'existence. Tout d'abord, elle pensait à un interprète masculin et Jacqueline Maillan, qui passait par là, fit une sublime carrière en sa compagnie. De retour de son épopée napoléonienne, eh bien Serge Lama a trouvé un rôle qui lui va alors là comme un gant, après que ce rôle eût été retravaillé pour lui, bien entendu. C'est donc vendredi prochain au Théâtre municipal de Colmar que vous aurez la primeur de cette nouvelle facture revue et corrigée. Elle ne sera pas lourde, rassurez-vous. Les locations peuvent se faire à la caisse du Théâtre municipal aux heures et jours d'ouverture habituels. Autre sujet maintenant tout aussi passionnant que les précédents, minéraux et fossiles, eh bien c'est l'exposition qui avait lieu à Cernay où l'histoire du temps et de l'espace vous était présentée le temps d'un week-end. Fossilisés il y a 300 millions d'années, les ammonites, issus de la nuit de l'espace, les moldavites, quant à elles, sont des météorites vitrifiées par la chaleur lors de leur entrée dans l'atmosphère. Les exposants de toutes les régions proposaient aux visiteurs des pièces prestigieuses et curieuses, parfois rares aussi, tout comme le sont les tourmalines, les aigues marines ou encore les émeraudes. Pyrite, quartz, fossiles, défense de mammouth, bois fossilisé ou bien encore corail de mer de Chine, tout était là pour le plaisir des yeux. Plaisir que nous offre ce soir l'œil indiscret de la caméra. Et si la tentation est un vilain péché, pardonnez-moi, Seigneur, parce que j'ai péché.
Bien entendu, on ne pouvait imaginer des coraux sans poissons et ces merveilleuses images ont été tournées par Laurent Chéguis. Nous abordons la partie sportive de ce journal à présent avec des quilles et des résultats bien entendu. Première victoire à l'extérieur de l'équipe première, Biesheim 1, 4 points avec 1372 bois. Logelheim 1, 2 points, 1311 bois. Victoire à domicile pour la seconde garniture, Biesheim 2, 6 points, 1265 bois. Sans souci Colmar, 0 points et 1211 bois. Prochain week-end, eh bien, repos pour l'équipe de quilles et reprise le 17 novembre. Ungersheim, Biesheim 1, Biesheim 2, Sulzeren. Sport toujours avec du football et dans quelques instants des images. Des images donc de la première rencontre Biesheim-Vieuxtan, donc avec les juniors qui ont gagné par 5-2. Juniors que l'on voit donc sur ces images. Voilà alors un autre match à présent avec l'ASC Biesheim qui rencontrait le FCK 06. Victoire donc de Biesheim avec 3-1. Les poulains de Danny Kuster ont retrouvé le sourire en remportant une victoire samedi soir aux dépens d'un adversaire homogène et courageux qui ne devait faiblir qu'en fin de partie sur des tirs des recevants contre lesquels le gardien visiteur resta quoi. Une victoire un peu laborieuse, il faut le dire, du leader sur ses hôtes barinois, dont la prestation se révéla pour finir plus que satisfaisante. Alors à présent, les prochaines rencontres de football qui auront lieu, donc rencontre du samedi 10 novembre. Les Poussins 3 recevront Ingersheim à 14h, les Poussins 2 accueilleront Volgelsheim à 14h45. Les Poussins 1 et encore à Biesheim joueront contre le FC Guebwiller à 15h30. Quant aux pupilles, ils se déplaceront à Wittenheim à 15h30. Les minimes se rendront à Sausheim également à 15h30. Les cadets iront jouer à Mulhouse à 15h30. Les juniors joueront aussi à l'extérieur à Orbourg à 15h. La liste est longue, je le sais. Le dernier match de ce samedi sera celui de l'équipe 2 qui accueillera à 19h30 la formation d'Ensisheim. Les rencontres du dimanche 11 novembre, eh bien, l'équipe 3 se rendra à 10h à Sundhofen. Quant à l'équipe 1, elle ira jouer à 15h à Strasbourg. Voilà, c'en est fait pour les résultats de football. Autre sport à présent avec la deuxième édition de course de cartes et cela se passait le week-end dernier dans le massif vosgien du Sattel. Nous allons tout de suite avoir les images de cette rencontre, si je puis dire. Alors oui, on attend un tout petit peu. Alors ce sont des attelages bien entendu. En prélude à la course de chien de traîneau de la Schlourte, programmée pour cet hiver, l'entente cynophile du massif vosgien organisa une course de cartes et de vélos. Cela se passait le week-end dernier sur les pentes du Sattel, au-dessus de Münster.
Pour cette deuxième édition, plus de 40 participants avaient pris place derrière la ligne de départ avec leur attelage. Des régionaux bien entendu, mais aussi des luxembourgeois, des allemands et des suisses, tous friands de ce genre de compétition très spectaculaire. Mais laissons Madame Fritsch, directrice de course, nous expliquer le déroulement de cette manifestation. C'est une course qui est relativement difficile de par la météo qu'on a eue parce que c'est relativement gras. La piste est relativement bonne mais avec énormément de faux plats et de montées. Et ça va se dérouler suivant le nombre de chiens par attelage. Vous aurez donc en premier les poulkas, ce qu'on appelle, qui courent en poumon, c'est-à-dire le chien soit est attelé à une poulka en roulette ou alors seulement au harnais, et le musher court derrière. Et après vous avez les vélos à 1 ou 2 chiens avec pédalier bloqué, et vous avez la catégorie carte, 2-3 chiens, 4 à 6 chiens et plus de 7 chiens. Voilà. Quelle est la catégorie la plus difficile, la plus dure? Disons que la plus difficile, c'est celle où il y a le moins de chiens, parce que le gars est obligé d'aider au maximum. Donc quand vous avez un vélo avec pédalier bloqué, c'est pas tellement intéressant, 3 km et demi de montée. Ce genre de sport oblige de la part de l'heureux propriétaire de chiens à une bonne condition physique. En effet, il faut savoir que les huskies, malamutes et samoyèdes avalent sans broncher 7 à 8 km de footing par jour juste pour garder la ligne. Avis aux amateurs. Pour en glacer encore quelques-uns, rappelons quand même que ces adorables boules de poils ne sont vraiment heureux que par des températures avoisinant les -20 et que du -50 ne leur fait pas peur. Mais revenons à Münster où la température était déjà trop fraîche pour nos reporters pour signaler que la manifestation fut un beau succès et ce, malgré un temps de chien. Alors à noter que dans les attelages, les femelles sont généralement devant parce qu'elles écoutent beaucoup mieux et ne s'arrêtent surtout pas pour flairer les odeurs. Nous sommes toujours cependant à la recherche de notre caméraman car au départ il était bien entendu dans la tête de l'attelage. Alors où est-il passé? Eh bien suite au prochain numéro nous le saurons peut-être. À noter encore que les chiens n'aboient pas pendant qu'il court. Voilà, cette page donc locale, régionale et sportive est à présent terminée. Le temps d'un petit jingle, eh bien, nous nous retrouverons pour la page magazine. Du 9 au 12 novembre se déroulera à Colmar le 6e Salon international du tourisme et des voyages. Mais aussi, nous recevons bien sûr à cet effet le commissaire général de ce salon qui est Monsieur Delforge. Monsieur Delforge, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, on a décidé à Colmar d'organiser un salon du tourisme et des voyages? Eh bien, vous voyez, c'est un temps comme aujourd'hui. C'est un temps morose où on aspire à l'évasion. Et on s'est dit, quel est le meilleur moyen de susciter l'évasion, de la trouver à proximité, c'est de créer un salon international du tourisme et des voyages. Et dans ce salon, qui est à sa 6e édition, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, nous avons maintenant, on peut dire qu'il est à la fois très international, national et régional. C'est un salon international qui comporte
cette fois-ci plus de 30 pays étrangers, avec beaucoup de nouveautés. Et par ces temps justement de froidure, nous avons beaucoup d'îles lointaines. Nous avons Mayotte, la Réunion, l'île Maurice, les Seychelles et bien d'autres que j'oublie. Donc parmi ces pays également, nous avons le Mexique, qui est un de nos nouveaux pays de cette année. Et son internationalisation se poursuit d'année en année. Il est également très national puisqu'on a la totalité des régions françaises. On s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup de choses à faire et donc on aura plaisir à voir tout ce qui sera exposé à cette occasion. Le stand qui bat tous les records, c'est la Haute-Savoie, puisqu'elle a à elle seule un emplacement de 200 mètres carrés. Il est aussi régional, car toutes les curiosités d'Alsace, du Sungo à Wissembourg, y sont montrées. Et cette année, il y aura quelques nouveautés alsaciennes, comme la Vallée Noble, qui est l'amorce d'une station thermale à Sulzmatt. Parmi les autres créations, il y a une chaîne d'hôtels qui a vu le jour. Et puis tout ce qui fait le charme de l'Alsace. Alors ce salon donc a lieu depuis 6 années à Colmar et cette année il a fallu l'agrandir. Est-ce que en fait on l'attend avec impatience ce salon ? Oui. Le public l'attend avec impatience puisque c'est là qu'il vient faire sa provision de rêve et d'évasion et les exposants justement ont la vertu de les transformer en réalité. Et on attend, tous les ans, les tours opérateurs attendent ce salon justement pour présenter leurs nouveautés, les nouvelles destinations. Et cette année, ça sera très intéressant car l'Alsace est reliée dans de multiples points de l'univers, beaucoup plus que par le passé. Il y a eu un boom aérien cette année. Et alors au départ des aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg-Ensheim, on peut aller un petit peu partout dans l'univers. Donc c'est un salon qui est appelé à grandir de plus en plus chaque année. Oui, mais tout en conservant un caractère très convivial, car les exposants sont là pour rencontrer la clientèle alsacienne, lorraine, franc-comtoise, allemande, suisse, enfin la clientèle européenne. Mais plutôt que de le laisser grandir trop vite, on veut que offre et demande se rencontrent harmonieusement. C'est pour ça que cette année, nous avions une très longue liste d'attente. Et je dois dire, d'abord on ne pouvait pas puisque la capacité des halls ne le permettait pas. Alors on a créé un pavillon supplémentaire qui s'appelle d'ailleurs Gulliver. Je vous signale que les autres pavillons s'appellent Magellan et Ulysse, que vous voyez de la passion du voyage. Ça permet de penser au voyage, tout à fait. Les exposants, alors il y en a nombreux, donc ils sont de plus en plus nombreux. Combien sont-ils cette année ? Cette année, il y en a 80 de plus que l'an dernier, donc il y en a 400. 400. Et qui sont ces exposants ? Eh bien, ils représentent le monde du voyage. Et alors, vous avez les compagnies aériennes, vous avez les autocaristes, vous avez les compagnies de navigation maritime, fluviale, vous avez les offices de tourisme, vous avez les agents de voyage, vous avez les écoles de formation, qu'il ne faut pas oublier, car ce salon doit intéresser la jeunesse et lui montrer les débouchés qu'elle peut trouver dans le tourisme. Nous avons des parcs d'attractions. Et puis alors nous avons des stations thermales, climatiques, tout ce qui et des stations de sport d'hiver. Alors le salon du tourisme, c'est bien sûr les vacances d'été, mais c'est aussi les vacances d'hiver. Absolument, absolument. Et le salon de Colmar a déjà sa petite renommée puisqu'on a pratiquement toutes les stations alpines. On a les stations françaises, suisses, italiennes, autrichiennes, et donc il y a une belle gamme, il y a un très beau choix. Et cette année, comme je le disais tout à l'heure, c'est la Haute-Savoie qui bat tous les records puisqu'elle aligne 22 stands en un seul emplacement de 200 mètres carrés qui permettent justement d'avoir une connaissance de toutes les stations à tous les niveaux pour les amateurs de ski. Est-il vrai que dans l'Est de la France, le taux de départ en vacances est le plus élevé donc d'Europe ?
C'est pas le plus élevé d'Europe, c'est un des plus élevés. Vous avez les Danois, vous avez les Hollandais qui sont aussi de très grands voyageurs. Mais on s'est aperçu que l'Est de la France se défendait bien à cet égard. Et je vous l'ai dit, il va être incité à voyager davantage puisque des deux aéroports, on va aller dans les points de l'univers les plus reculés, en direct. Alors justement, un salon qui se veut international, pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'Alsace a une place importante à jouer au cœur de l'Europe? Oui, bien sûr. L'Alsace se trouve un petit peu au cœur de l'Europe, et puis Colmar se trouve au cœur de l'Alsace. Donc, je veux dire, le choix du salon est bien placé. Alors, on propose des voyages, mais qu'est-ce qu'on propose également? Parce qu'il y a toutes sortes de voyages. On peut partir de différentes façons. Qu'est-ce qu'on propose exactement dans ce salon comme mode de voyage? Alors là, les voyages, tous les voyages possibles. Vous avez aussi bien le voyage classique, vous prenez l'avion et vous retrouvez votre destination. Vous avez les croisières, vous avez les vacances sportives, vous avez les vacances de santé. Alors vous avez toutes les formules. Je dois dire, dans le cadre de cette émission, c'est difficile de les décrire toutes. Bien sûr. Et il faut aller sur place. Et je ne peux pas tout vous dire. Si je vous dis tout, vous n'aurez pas le plaisir de la découverte. Voilà. Alors, et il y en a beaucoup à faire. Et puis alors aussi au salon, il ne faut pas oublier que le prix de l'entrée est de 18 francs. Avec cette modeste somme, on peut gagner des voyages à Tokyo, à Rio de Janeiro, car les stands offrent des lots à profusion. Et cette année, je veux dire, celui qui veut vraiment gagner un voyage, s'il a de l'application, il est à peu près sûr de réussir. Alors, pour conclure, eh bien, on va rappeler les dates de ce salon. Du 9 au 12 novembre. Donc, c'est de vendredi à lundi. De 10h à 19h. Oui. Ça se passe donc au parc des expositions de Colmar. Dans les 3 halls qui s'appellent Magellan, Ulysse et Gulliver. Alors vous disiez que le prix d'entrée est de 18 francs, oui. Mais je tiendrai à préciser qu'elle est gratuite cette entrée, donc jusqu'aux enfants âgés jusqu'à 12 ans, oui. Et que les étudiants peuvent bénéficier d'un demi-tarif. C'est ça, oui. Voilà, alors donc il ne reste plus à nos auditeurs qu'à se rendre à ce salon du tourisme, et puis là ils auront bien entendu tous les renseignements qu'ils désirent avoir donc pour leurs prochaines vacances d'été ou même d'hiver. Monsieur Delforge, merci beaucoup et puis à une prochaine fois probablement. Et bon voyage au Salon du Tourisme de Colmar. Voilà, exactement. Nous allons retrouver à présent Monique avec les coups de cœur du mois et ses livres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Coup de cœur livre, sélection de livres réalisée avec le concours de Madame Pimon de la FNAC. La FNAC qui nous prête bien entendu ces livres pour que vous puissiez les découvrir en même temps avec moi. Nous commençons tout d'abord par Le Petit Prince Cannibale de Françoise Lefebvre, collection Actes Sud chez Hubert Nissen, éditeur. C'est un livre que l'on peut supposer autobiographique puisque Françoise Lefebvre fait paraître ce roman après 5 années d'interruption. Pourquoi Petit Prince? Parce qu'il s'agit d'un enfant autiste. Petit Prince qui habite dans une autre planète. Et pourquoi cannibale? Parce que le Petit Prince dévore les mots, les phrases, la vie de sa mère écrivain. Femme déchirée, femme déchaînée, la narratrice de ce livre raconte avec toute sa passion l'histoire de cette mère s'affrontant à tous les interdits et les préjugés qui menacent son enfant. Elle nous crie ses désespoirs et ses espoirs jusqu'à la récompense finale. Un style flamboyant qui a déjà classé ce roman dans les concourables. Il y a également Les Chants d'honneur de Jean Rouault aux éditions de Minuit. Le père, la vieille tante et le grand-père maternel sont morts à quelques semaines d'intervalle. Le narrateur, à partir d'infimes indices, un dentier, quelques photos, une image pieuse, va constituer peu à peu une histoire qui finira par atteindre l'horizon de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire la Grande Guerre. Des portraits très attachants, gais, pleins de fantaisie et d'humour. Vous en avez peut-être comme cela dans votre famille. Livre très agréable à lire et qui fait partie également des concourables.
Maintenant, nous passons à un livre, qui n'est en fait pas un livre, mais un recueil de superbes photos de Werner Bischoff, 1916-1954, reporter entre autres de Life et de Paris Match. Le début de ce recueil retrace la biographie de Werner Bischoff, né à Zurich en 1916 et mort à l'âge de 38 ans dans un accident de voiture au Pérou. Toutes ces photos sont en noir et blanc, mais d'un contraste absolument fantastique. Et ce sont aussi bien des photos de publicité, vous allez peut-être en apercevoir une ou l'autre à l'écran, que des portraits. Donc ça, c'est la page de garde donc, de ce recueil de photographies de Werner Bischoff. Voici un magnifique portrait de femme. Il y a également, peut-être, vous pourrez peut-être encore voir des scènes de la vie de tous les jours à l'intérieur. Là, il y a un petit reflet, mais vous voyez un enfant. Et en fait, ce petit enfant, c'est le plus jeune prisonnier pendant la guerre de Corée en 1952. Il faut dire que ce Werner Bischoff a sillonné absolument le monde et a ramené des souvenirs extraordinaires. Donc ce livre peut constituer un très beau cadeau à faire pour les fêtes de Noël qui approchent. Très très jolies images et très très vivantes. Voici maintenant quelques livres pour les enfants qui viennent de paraître. Tout d'abord, Amédée, d'Anton Krings, aux éditions L'École des loisirs. C'est un livre qui est pour les tout petits. C'est l'histoire du petit éléphant qui rêve de devenir un clown. C'est un livre qui est haut en couleurs, qui ravira les enfants et les grands-parents ou parents qui prendront le temps de leur lire le petit texte à chaque page. Ça, c'est vraiment un livre pour les tout petits parce que le texte est vraiment réduit à sa plus simple expression. Ce sont surtout les photos, les images qui sont absolument merveilleuses à l'intérieur de ce livre. Et maintenant, un livre de Noël qui s'intitule La nuit de Noël de Clément Moore aux éditions Nathan. Alors, je vais vous montrer tout d'abord la page de garde de ce livre. Si on peut avoir un gros plan. Voici donc La nuit de Noël. Et ce livre est ce qu'on appelle un livre à volets. Alors, je vais vous montrer, je vais vous ouvrir la page. Donc là, ici, vous avez des pages avec des photos, enfin des dessins qui sont absolument superbes. Et vous avez un texte de l'autre côté. Vous avez des phrases et il y a des petits volets que l'on ouvre et qui sont des petits dessins en fait. Et le mot est inscrit en dessous. Ce qui fait que si vous prenez le temps avec vos enfants de leur faire ouvrir à chaque fois ces petites fenêtres, vous avez le dessin par exemple de la lune et vous avez le mot lune écrit en dessous. Donc c'est un petit livre qui est ludique et en même temps qui est très, très instructif. Et tout ce petit livre est constitué de la même manière. Donc ça peut permettre à vos enfants de commencer à apprendre à lire. Voilà. Donc voilà pour ce magnifique livre de la nuit de Noël. Pour le dernier livre, je vais être obligée de me lever. Je vais être obligée de me lever parce que c'est ce qu'on appelle un livre géant. Donc pour vraiment vous faire réaliser la taille de ce livre, je le prends, je l'installe sur le bureau et je me mets debout. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Donc c'est un livre qui s'appelle Les dinosaures aux éditions Grunt. Il y a toute une série de livres géants. Bon, j'ai sélectionné les dinosaures qui sont des animaux assez fantastiques. Et ce qu'il y a d'absolument magnifique aussi dans ce livre, bon, mis à part les illustrations, donc les textes sont également très, très instructifs. Et ce qui est de merveilleux, c'est que vous avez le rapport. Ici, vous avez l'individu et voilà la grandeur. Vous avez l'échelle entre l'individu, enfin l'homme en quelque sorte, et les animaux préhistoriques. Donc là, ça fait vraiment peur. Même si vous êtes adulte, je crois que ça vous donne quand même le frisson et de ne pas regretter de vivre à notre époque et pas à l'époque des dinosaures.
Eh bien voilà, cette sélection de livres est terminée. Je vais repasser la parole à Nicole Ducancel pour la suite du reportage. Voilà alors notre deuxième sujet au cours de cette page magazine ce soir, le gaz naturel ou 12 raisons d'avoir raison en son avenir. Alors normalement nous devrions avoir un clip pour commencer à aborder cette première page magazine. Si les images veulent bien arriver. Alors en attendant, peut-être je vais vous présenter notre invité qui est ce soir Monsieur Lopez, responsable du groupe. GDF. Alors je vous parlais de l'avenir de Biesheim. Biesheim où la municipalité bien sûr a décidé la modification des structures existantes actuellement, à savoir le raccordement de la commune au réseau Gaz de Ville. Alors à partir de ce soir, nous consacrerons 3 volets à Gaz de France où des techniciens viendront vous entretenir sur les divers aménagements concernant ce projet. Je vous le disais donc tout à l'heure, notre invité de ce soir, Monsieur Lopez, qui est responsable du groupe développement vente EDF-GDF à Célestat. Monsieur Lopez, bonsoir. Merci d'être parmi nous pour nous parler d'un problème relativement compliqué. Vous êtes là pour nous donner beaucoup d'explications donc ce soir. Alors, avant de rentrer dans les détails, moi j'aimerais dans un premier temps que vous nous expliquiez ce qu'est Gaz de France. Eh bien, bonsoir Nicole et bonsoir à tous les habitants de Biesheim. Gaz de France est une entreprise nationale. Une entreprise nationale est donc un service public. Mais attention, nous ne sommes pas de fonctionnaires. Nous avons une entreprise à caractère industriel et commercial. Et notre vocation est bien entendu de faire parvenir auprès des utilisateurs une énergie propre, le gaz naturel, au meilleur prix et au prix les plus compétitifs. Alors, on sait donc que le gaz provient de plusieurs pays. Et ces pays, quels sont-ils? Je sais qu'il y a la France, qu'il y a également les Pays-Bas, mais encore. Oui, alors le gaz naturel provient du RSS pour 28%, de l'Europe du Nord pour 32%, Hollande, Norvège, mer du Nord. Nous avons un contrat très important, le contrat de Troll, l'Algérie pour 31% et la France pour le reste. Alors notre volonté, c'est d'avoir des sources d'approvisionnement suffisamment larges et diversifiées afin de ne pas être dépendants, comme pour le pétrole, des pays du Moyen-Orient.
Alors justement, à l'heure de la crise du Golfe, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau des réserves de gaz et peut-on évaluer aujourd'hui ces réserves? Oui, mais avant de parler des réserves, il faut dire que actuellement, beaucoup de pays tels que le Canada, le Golfe de Guinée et l'Indonésie se bousculent pour nous vendre du gaz naturel. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui et pour longtemps en période de crise d'énergie en ce qui concerne le gaz naturel. Les réserves mondiales prouvées en 1989 étaient de 110 milliards de mètres cubes. Vous voyez donc l'importance de cette immensité de réserves de gaz naturel. Nous avons pour un demi-siècle de consommation disponible actuellement. 50 années, je crois que nous avons le temps de voir venir. Oui. Un siècle et demi de réserves connues. 150 ans, je crois que nos constructions ou notre chauffage au gaz d'ici là sera changé quelques fois. Et enfin, nous découvrons aujourd'hui, chaque jour, plus de gaz qu'il est consommé journellement. Donc je crois que de ce côté-là, nous pouvons dormir en toute sécurité. Alors une question que tout le monde peut se poser, quels sont les moyens de stockage de ce gaz? Alors le gaz, nous l'achetons au fur et à mesure, il est distribué par nos différentes sources d'approvisionnement. D'abord, d'Algérie, il vient par méthanier, il est conditionné dans des méthaniers, rendu liquide, et ensuite il est de nouveau gazéifié et il rentre dans des différents réseaux en France. D'autre part, il vient de l'Est, du RSS, transporté par des canalisations, des gazoducs. Et en été, quand notre pays consomme très peu de gaz, eh bien nous en profitons pour le stocker dans des couches géologiques naturelles qui nous permettent d'avoir une réserve d'au moins un tiers de la consommation annuelle de la France. Autrement dit, si on fait le rapprochement avec les chiffres que nous avons donnés tout à l'heure, l'URSS, par exemple, fournit 31%, donc moins d'un tiers de l'énergie. Si jamais les gens doutaient que l'URSS, qui actuellement est en économie de marché, devait nous couper le gaz, eh bien, il nous resterait au moins pour un an suffisamment de réserves pour notre consommation nationale. Alors concernant justement ces achats, est-ce qu'il y a un consortium qui s'occupe de toutes les différentes procédures de ces achats? Oui, alors pour la douzaine de pays qui sont acheteurs en Europe, il y a 250 compagnies qui achètent. Et la France ne représente qu'un seul acheteur, et c'est donc un acheteur puissant qui a une très grosse influence sur le prix des énergies. Alors on sait qu'il y a de nombreuses plateformes que l'on trouve en mer du Nord. Un petit mot sur ces plateformes? Oui, alors ça, évidemment, c'est l'avenir. Les plateformes des mers du Nord permettent quand même d'avoir des réserves dans son fond marin. Il y a des richesses autres que le gaz naturel, mais il y a aussi du pétrole et surtout du gaz naturel en quantité suffisante pour nous approvisionner à presque 50% dans les années futures. Et pour finir, eh bien, comment étudie-t-on le prix de vente que vous proposerez notamment aux habitants de Bissheim une fois qu'ils se seront raccordés au réseau? Eh bien, tout simplement, pour être compétitif, nous faisons en sorte que le prix de vente diminué de son coût de transport, diminué des différents coûts qui l'amènent depuis l'acheteur à l'utilisateur, eh bien c'est ce coût-là, ce coût diminué de ce renchérissement que nous proposons à nos acheteurs, et ils le font avec bonne grâce et nous livrent un gaz naturel
au prix qui nous permettent de le vendre à des prix les plus compétitifs. Voilà, et bien notre premier volet consacré donc au gaz se termine. Je vous rappelle que nous nous retrouverons mercredi 14, mercredi 21 novembre pour les deux autres volets de ce dossier. Une réunion d'information grand public qui aura lieu, à laquelle vous pourrez bien sûr tous assister. Elle aura lieu le 23 novembre. Le 24 mars aura également lieu une exposition de matériel. Donc tout ça pour satisfaire votre curiosité. Et je pense que ça va bien entendu au-delà de la curiosité. Donc nous nous retrouverons pour une prochaine page magazine mercredi prochain. Monsieur Lopez, merci d'avoir accepté de venir nous parler de ce problème. Et puis donc à la